l'être humain arrive au monde, il est dépendant du monde qui lui entoure. Et il doit acquérir tous les atouts d'un être de vertu. C'est ce qu'on appelle l'état d'indépendance. Il passe d'un état de dépendance à un état d'indépendance. Et enfin, il doit comprendre que chacun de ses actes et chacun de ses mots et ses impulsions sont liés entre elles et qu'elles peuvent affecter tout son système. C'est ce qu'on appelle l'état d'interdépendance. Donc, nous naissons dépendants, nous avons le devoir de devenir indépendants et, pour en finir, vivre en tant qu'interdépendants. C'est peut-être un jeu de mots, mais je pense que ça exprime bien ce que l'ésotérisme essaie de nous apprendre. Donc, pour un petit peu expliciter ce que je viens de dire, nous arrivons sur Terre tout à fait dépendants de ce monde et dépendants de nos émotions. D'ailleurs, nous nous croyons notre ego. Chacun se parle à lui-même, croyant qu'il est celui-même. Chacun dit « je », croyant qu'il est ce « je », ce « moi » intérieur. Et chacun, ou plutôt personne, n'a conscience qu'il est esclave de ses impulsions. Généralement, nous maîtrisons peu nos impulsions. Ce sont nos impulsions qui nous maîtrisent, qui nous dirigent dans la vie. Et d'ailleurs, je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai travaillé dans la pub pendant des années, où on nous apprend à comment, justement, mieux tromper l'être humain par l'intermédiaire de la pub. C'est-à-dire faire appel à ses impulsions, qui sont généralement des impulsions animales. Pour acquérir une indépendance par rapport à ces impulsions, l'être humain doit prendre conscience de la notion de vertu. Alors, c'est bizarre parce que la notion de vertu, c'est quelque chose qu'on n'apprend plus dans les écoles. Moi, je ne me rappelle pas, ou peut-être en cours de philo, on nous avait parlé de vertu. Aujourd'hui, je pense que dans aucune classe, on apprend aux élèves que sont les vertus. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Et pour moi, ce qui fait l'être humain, c'est justement de découvrir ce qu'est une vertu. Dans le soufisme, il est dit que l'être humain n'est ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'être humain ne peut devenir soi-même que le jour où il découvre qu'il n'est rien d'autre qu'une vertu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Si on dit à quelqu'un, tiens, c'est le jour du marché, va m'acheter 3 kilos de bonté, 4 kilos de générosité et 500 grammes de justice. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire. Parce que ces choses, en fait, ce ne sont pas des choses. Ce sont des notions abstraites
qui n'existe pas dans la nature. Aucun animal n'est bon, aucun animal n'est généreux, aucun animal n'a la notion de justice ou la notion de bonheur ou la notion d'amour. C'est nous qui donnons ces attributs à ces animaux. On dit que le chien est affectueux, qu'il est docile, enfin, on lui donne plein de notions. Mais le chien ou l'animal n'a aucune idée de ce que nous parlons. C'est l'être humain et lui seul qui connaît la notion de vertu, qui peut connaître la notion de vertu. Mais il y a un petit hic dans tout cela, c'est que, ok, là je vous parle de la notion de vertu, la notion de générosité, de justice, de bonheur, d'amour, et il y en a plein. Mais ces vertus ne peuvent exister que si l'être humain les pratique, les met en acte. C'est-à-dire que la notion de bonté dans la vertu ne peut se parler que s'il y a des bons dans la société. La notion de justice ne peut se parler que s'il y a des justes dans la société. La notion de générosité ne peut se parler que s'il y a des généreux. Et on peut multiplier ça par toutes les notions de vertu que nous connaissons. Alors, je vais essayer de faire un petit peu, de Faire la reprendre un synthèse. petit peu la synthèse de tout ce que tu as dit. C'est très intéressant. Alors, sur la parole, moi, j'ai compris, j'ai noté que d'abord, c'était un acte de création, Oui. d'accord. Un acte, c'est aussi l'écriture de l'existence, Oui. d'accord. Oui. Et d'où l'importance de se poser. Oui. Et se poser, qui permet de se connaître soi-même, donnera la possibilité et donnera les meilleurs outils et les meilleurs moyens, les meilleures conditions pour parler de vertu. Et cette vertu est en fait le signe de notre humanité. Est-ce que Exactement. c'est la exactement synthèse? ça. C'est la synthèse. Exactement. Alors, là-dessus, par rapport à la parole, donc on a vu un peu le cheminement de la parole, des différentes grilles de lecture en fonction des cultures qui sont super intéressantes et qui sont interdépendantes, pour reprendre, le jeu de mots que tu as fait, Oui. interdépendantes. Et, euh, et tout ça j'aimerais, moi, j'ai une réflexion qui est venue, c'est la parole donnée et la parole reçue. Et là, ça vient rencontrer, si je peux me permettre, ça vient rencontrer sur pour reprendre juste ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si on parle de bonté, il faut des bons. S'il faut des justes, et si on parle de justice, il faut des justes. Alors là, je pense que effectivement, ça veut dire qu'il y a des fois, s'il n'y a plus de juste, il n'y a plus de vertu juste. Ça veut dire que quelque part, la parole n'existe plus à un moment donné. Et que, alors qu'est-ce qu'on fait? Parole reçue, parole donnée, parole gardée, parole. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que tu comprends un peu mon cheminement? C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais qu'on parle de cette relation entre celui qui donne sa responsabilité quelque part, puisque derrière tout ce processus de la parole que tu nous as décrit, il y a une forme de responsabilité. Et la responsabilité aussi de celui qui reçoit la parole. Voilà, Oui, d'accord. c'est ça la question. Ok. Je vais essayer d'y répondre de cette manière-là.
pour moi, la finalité de ce que tu viens de poser repose sur la nécessité de se cultiver. Cultiver, on en arrive encore à la métaphore de la graine et du bourgeon. Cultiver, en fait, vient de culture. Hein. On a encore le champ, on a encore, comment dire, préparé le terrain, planter la semence, arroser et puis attendre. Et en fait, dans la notion de parole donnée et parole reçue, si quelqu'un ne se connaît pas, n'a pas cultivé sa terre, si sa terre est toujours en jachère et qu'il y a beaucoup de plantes, comment on dit ça en français, des plantes... Mauvaises herbes, plantes, les herbes, oui, tout à les fait. mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Si sa terre est remplie de mauvaises herbes, et que généralement ces mauvaises herbes ne se mangent pas, eh bien, qu'est-ce qu'on peut donner comme parole? Qu'est-ce que vous voulez que la personne qui est en face reçoit comme parole? C'est des mauvaises herbes. Donc, il n'y a rien à faire cuire. Il n'y a rien à manger. Ce sont des mauvaises herbes. Parce qu'il n'a pas travaillé sur lui-même. Parce qu'il n'a pas de conscience intérieure. Lui a vécu toute sa vie en mangeant, en buvant, en dormant, en se reproduisant, et puis c'est tout. Alors, moi, j'ai une question là, excuse-moi. Oui. Justement, la culture, d'accord, je suis cultivé, j'ai plein de connaissances. Mhm. Voilà. Est-ce que je suis cultivé? Non. La notion de cultiver, ce n'est pas mettre des informations dans sa tête. Ce n'est pas lié à l'information. C'est faire intérieur l'information. C'est planter, encore une fois, je reprends la métaphore de la semence, c'est est-ce que la notion, par exemple, de générosité dont on vient de parler tout à l'heure, est-ce que je peux parler de la notion de générosité si moi-même je suis généreux? À ce moment-là, je peux parler de cela parce que je l'ai en moi. Je sais ce que c'est que la générosité parce que je suis généreux. Je peux parler de justice si moi-même je suis juste. Si moi-même j'ai la graine qui va servir à planter, à justement donner la parole, la graine, la semence qui est en moi et qui va réellement donner un bourgeon en face quand je vais donner la parole à quelqu'un. Je te donne cette parole, oui. C'est comme la parole de Jésus que j'aime beaucoup. Quand on donne une parole, c'est réellement quelque chose de lourd. C'est quelque chose où il y a une grande responsabilité. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent n'ont aucune notion de ce qu'ils racontent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et comment voulez-vous que ça laisse une trace sur la personne qui est en face? Comment voulez-vous que vous arriviez à vous convaincre? Personne n'écoute l'autre puisque nous sommes omnibulés par l'idée de convaincre celui qui est en face de nous. On veut absolument qu'il pense comme nous. On veut, on est, nous sommes un peu comme le taureau qui ne voit que la terre, qui n'a jamais, levé les yeux pour regarder le ciel, à cause de sa haine et de sa, comment dire, de sa peur de lui-même, de se regarder dans la glace. Donc, on est constamment en train de parler avec l'idée de convaincre celui qui est en face de nous. Mais les mots que nous prononçons
n'ont pas de résonance en nous, comme la notion de justesse ou de justice ou la notion de bonheur. Si on n'est pas heureux, comment voulez-vous qu'on parle de bonheur? Si, Alors, là, oui, j'ai compris la parole donnée. oui, Et maintenant, je te coupe un petit peu. je t'en prie. J'ai compris que effectivement, il faut l'avoir en nous pour que la Mhm, parole soit authentique, mhm, d'accord? mhm, Et qu'il y a un travail préalable, un travail vital, on va mhm, dire. C'est de la préparation, mais aussi c'est un travail de vie parce qu'on s'alimente en fait, puisque tu parles de culture, tu parles de semences. Donc c'est vraiment des choses que une information qu'on intègre, qu'on assimile, mhm, qu'on a en nous, qui nous construit. Maintenant, tu as raison, effectivement, on va convaincre, on va chercher à l'autre à avoir qu'il ait la même vision que moi. Mais je pose, et c'est un petit peu c'est trop, c'est une perversité de justement de la parole, que peut apporter une parole mal préparée quelque part. Et, mais je me pose aussi la question, moi je suis à l'écoute. Alors s'il y a autant de travail pour donner la parole, quel est le travail pour écouter la parole? et le travail pour écouter la parole. Oui, c'est-à-dire se mettre à l'écoute. Comment on se met Mhm, à l'écoute? mhm, Parce qu'après, pour revenir pour revenir un petit peu dans les explications que tu nous as données, je ne mhm, pense pas qu'il y ait une hiérarchie réelle entre celui qui donne et celui qui écoute, et même au niveau du temps, je ne pense pas qu'on écoute, mais on donne en même temps. mhm, mhm, Donc, pour toi, quelle est cette écoute? Comment cultiver cette écoute? mhm. Euh, Écouter, c'est pour moi, hein, écouter, c'est comprendre. Et c'est se donner à 100%. Mais le mot comprendre, ne- je vais prendre un exemple d'une autre langue pour comprendre, pour mieux expliquer le mot comprendre. En anglais, quand on dit, quand on prononce le mot comprendre, je comprends, on dit I understand. En allemand, on dit ich verstehe. Alors, je commence par l'anglais. I understand. Mot à mot, quand je prononce I understand, je dis je me tiens en dessous de quelque chose. I understand. Je suis en dessous de quelque chose. Mais dans notre tête, nous comprenons je comprends. Alors, qu'est-ce qui fait que l'anglais il dit je me tiens en dessous de quelque chose et cela donne égal je comprends? Qu'est-ce qui a donné ce sens? Dans la philologie, on nous dit que euh, la construction des, des langues anciennes, comme le latin, comme le grec, euh, comme l'araméen, sont basées sur des notions divines, pour ne pas dire religieuses. Donc, I understand, ça veut dire je me tiens en dessous du premier esprit, c'est-à-dire en dessous de l'esprit créateur. Je suis en dessous de l'esprit créateur. L'allemand, lui, quand il dit ich verstehe, il dit en fait je me tiens devant quelque chose. Verstehe, je suis devant quelque chose. Et lui, il comprend, je comprends. Donc, l'allemand, il dit je suis devant le premier esprit créateur, devant l'être divin qui est devant moi, et euh, comprendre à une autre notion. Euh, Ça vient du mot prendre. Ça veut dire prendre en compte dans la langue française. Prendre en compte celui qui est en face de nous. Prendre en compte.
Ça ressemble un petit peu à la notion allemande. Dans les langues proto-asiatiques, on dit anlak pour dire comprendre. An qui veut dire le moment, lak dedans. Ça veut dire être dans l'être divin. L'anglais, il était en dessous de l'être divin. L'allemand, il était en face. Dans les langues proto-asiatiques, ils sont dans l'être humain, dans l'être divin. Donc, la notion est toujours la même, c'est se rapprocher le plus du divin, c'est-à-dire de l'être intérieur qui est en nous. Plus on est proche de l'être intérieur qui est en nous, et mieux on comprend. Donc mieux on écoute. Mieux on écoute, tout à fait, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mieux on comprend et mieux on écoute. D'ailleurs, la notion d'écouter est liée à la notion de toucher. Toucher. Quand on écoute vraiment, réellement, avec, comme je viens de le dire, en étant dans l'être divin, en nous-mêmes, on touche une part de nous-mêmes. Quand on touche une part de nous-mêmes, nous touchons la personne qui est en face de nous. À ce moment-là, nous écoutons, mais nous donnons en même temps. Nous écoutons, mais nous donnons en même temps. Il y a un échange dans l'écoute. Parfois, on peut dire, ouais, bon, d'accord, tu me l'as déjà fait celle-là, ou alors parle toujours quand quelqu'un nous parle. Ou alors on fait semblant d'écouter. On fait comme si on écoutait, mais on décroche de temps en temps. Notre esprit vagabonde, va par-ci, va par-là, et des fois on raccroche en disant ouais, bon, d'accord, j'ai compris, etc. Mais là, ce ne sont pas des écoutes. C'est juste, je veux dire, faire comme si on écoutait. L'écoute, comme je viens de le dire, c'est réellement d'être dans l'être divin, c'est-à-dire en nous-mêmes. C'est une prise de conscience. Il faut bien comprendre que si nous n'avions pas la parole, et c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que la parole est très très importante, si nous n'avions pas la parole, nous serions des espèces de zombies, des organismes sans conscience. Malheureusement, la plupart d'entre nous vivons comme des zombies. C'est-à-dire que nous n'avons aucune idée de ce que nous parlons. Ou alors nous parlons pour parler. Le Créateur nous a donné une langue, nous a donné des sons, et nous utilisons ces sons pour des choses qui nous amènent à rien, qui ne mènent nulle part. C'est juste pour vivre. J'avais lu dans une revue scientifique qu'ils ont découvert que les anémones de mer, c'était les êtres les plus anciens qui existaient sur Terre. Ça faisait 600 millions d'années qu'ils vivaient sur Terre. Les anémones de mer. Mais l'anémone de mer, il n'a pas de cerveau. Il vit sans cerveau. Donc, il vit. Simplement, il vit. Donc, est-ce qu'il vaut mieux vivre 600 millions d'années sans cerveau, c'est-à-dire ne pas savoir qui tu es, simplement flotter comme une anémone, comme ça. Mais tu peux vivre 600 millions d'années. Ou alors, est-ce qu'il est préférable de vivre 1 an en pleine conscience? Pour moi, je préférerais vivre 1 an en pleine conscience. Super. Et donc là, je pense qu'on a
on a ton approche vis-à-vis de la parole, super intéressante, avec donc cette approche de création, cette approche de se poser, de préparation, de pleine conscience, aussi du niveau de préparation intérieur, pas un niveau qualitatif, mais vraiment intérieur, que la parole est liée à l'authenticité. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Alors maintenant, tu as mis la parole essentielle donc pour notre humanité, pour notre existence en tant qu'être humain et en tant qu'acteur et créateur. D'accord. Maintenant, comment, pour nos auditeurs, on est dans la prise de parole en public, comment je peux améliorer alors ma prise de parole en public avec cette posture, comment même toi, ton expérience, comment toi tu pourrais amener ça et donner quelques conseils. Voilà, on arrive sur la troisième partie. Ok. À moins que tu voulais conclure sur la parole. Oui, j'ai peut-être quelque chose à dire encore sur la parole. Après, Alors, je vais répondre à ta question sur la prise de parole. Ok, très bien, merci. La parole, pour moi, n'est pas produite dans le cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui est organique. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. La parole, c'est plutôt quelque chose qui nous relie à quelque chose qui dirige tout l'univers. Alors, que certains appellent Dieu, que d'autres appellent Bouddha, que d'autres ont appelé le grand architecte, comme on veut. En fait, on s'en rappelle au même créateur. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Moïse, quand il parle avec son créateur, c'est-à-dire avec son Dieu sur le mont Sinaï, il pose la question « Qui es-tu » puisqu'il le voit pour la première fois dans son buisson ardent, et lui dit « Qui es-tu » Et la voix lui répond « Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. » Et là, on voit que ce n'est pas une entité qui s'adresse, c'est-à-dire un être de chair et de sang qui se dresse devant lui, c'est une voix, quelque chose d'abstrait. C'est important à le signaler. Ce n'est pas Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme, qui lui parle, mais c'est une voix qui lui parle. Donc, tout est dans la voix, tout est dans la parole. Donc, la parole est créatrice. Ce n'est pas pour rien que dans la langue française, le mot parole est au féminin. On dit la parole. La parole. Parce qu'on parle de quelque chose qui est créatrice. Ce qui est féminin, ça enfante. Et on ne dit pas le créateur, on dit la parole créatrice. Donc je vais en finir avec la notion de parole. Pour en revenir maintenant à la prise de parole en public, je vais donner mon expérience. Je vais parler de mon expérience. Alors, juste avant, je vais en placer une aussi, là, parce que je viens d'écrire quelque chose en fonction de ce que tu as dit. Et comme ça, pour résumer la parole de notre réflexion, alors, j'écris « La parole est le lien avec la fondation universelle et l'expression des vertus, notre humanité. » Oui. Ça va comme conclusion par rapport à la parole d'approche? Super. Ouais. Ok. J'aurais pas fait mieux. Non, on l'a écrit ensemble. D'accord, super. Voilà. Super. Maintenant, tu peux continuer sur les conseils pour
nos amis qui veulent se progresser dans la prise de parole en public. Tu disais que tu allais faire part de ton expérience personnelle. D'accord, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est pas facile la prise de parole en public, surtout quand on démarre, quand on a des choses à raconter devant des centaines ou des milliers de gens, comme ça dépend. On remarque qu'il n'y a pas besoin de milliers de gens, il suffit qu'il y ait quelques personnes déjà Même une déjà. pour déstabiliser, ou même une personne, oui, c'est vrai. Euh, pour moi, la notion de prise de parole en public, c'est lié à une seule notion, c'est la sincérité. Plus on est sincère avec ce que l'on dit, et plus ce que nous racontons, ce que nous disons, va passer en face, va faire écho devant nous. Si nous avons la moindre peur de quoi que ce soit, c'est la peur qui va parler. Je vais donner encore un exemple à partir du Coran. Dans le soufisme, il est dit que le Coran comporte 600 et des poussières de pages, et que les dernières pages ou les derniers versets ou sourates qu'on trouve concernent la notion de sincérité. C'est-à-dire qu'on nous a écrit 600 et des poussières de pages pour dire « sois sincère ». Sois sincère avec toi-même. C'est quelque chose qui est facile à dire, mais c'est la chose la plus difficile à faire. Réellement, c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'il faut se connaître. On en revient encore à l'ancrage. L'ancrage. Se poser. S'il n'y a pas de sincérité, il est impossible de convaincre la personne qui est en face de vous. Même si on n'a pas la volonté de convaincre, quand on est sincère, on peut faire accepter ce que l'on dit. Même si la personne en face de vous pensait l'inverse. L'important, c'est d'être le plus sincère possible. Et surtout de parler de ce que vous avez vécu, vous. Pas de choses qui n'ont pas été vécues. Pas de choses qui ont été lues quelque part. Parce que ce ne sont que des informations. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, nous vivons dans un monde d'information et de désinformation en même temps. Donc, tout ce que nous lisons, nous les engrangeons. Et nous en parlons comme si c'était nôtre. Mais en fait, non, puisqu'il n'y a pas de vécu. Pour que ça soit nôtre, pour que ce que nous disons fasse écho devant nous, il faut qu'il y ait un reflet, il faut qu'il y ait un vécu intérieur de cela. Une maman qui, je vais donner un exemple, une maman qui n'a, une femme qui n'a jamais enfanté ne peut pas parler d'un bébé. Et si elle en parle d'un bébé, c'est parce qu'elle l'aura vu à la télé, c'est parce qu'elle l'aura lu quelque part. Elle ne saura jamais ce que c'est que de prendre réellement un bébé dans ses bras, ou de lui donner le sein, son bébé, oui, ou de lui donner le sein, ou de se lever à 3 heures du matin parce qu'il se sera réveillé et qu'il aura faim ou qu'il aura fait dans sa couche, dans sa couche. Donc, si quelqu'un n'a pas vécu cela, il ne peut pas en parler. Il peut en parler, mais ça ne sera pas convaincant. Donc la sincérité, réellement, c'est ce qu'il y a de plus primordial pour moi. Alors, moi, j'entends et je comprends tout ce que tu là sur la sincérité, mais je voudrais nuancer un petit peu le discours en disant que, comme c'est un travail qui est très difficile, c'est un travail
mais il faut, où on peut se planter, et c'est un apprentissage. Mhm. Et plus cet apprentissage est régulier, plus on travaille à être sincère avec nous-mêmes, à nous connaître, Mhm. plus on aura justement de chance et plus on aura de chance d'être convaincant, dans le sens où convaincre, c'est réveiller l'écoute de l'autre et l'esprit Oui, divin de l'autre et se mettre en oui. connexion pour Mhm. construire ensemble, pour construire, donc écrire l'existence. Parce que je pense que l'échange est une construction aussi. C'est ce que Mhm. j'enseigne aussi. Mais voilà, la sincérité, c'est un apprentissage. C'est ça que je voulais Mhm. dire. Et qu'il ne Mhm. fallait Tout à pas fait. se démoraliser parce que quand on commence, c'est un peu. Ah ben, j'ai pas été. Non, il faut continuer. Il faut Tout à continuer. Il fait. faut, il faut se relever. On tombe, on se relève. Mais à chaque fois, on s'améliore. Exactement. On peut être un très bon sophiste, comme ça existait à l'époque des Grecs philosophes. C'est-à-dire qu'il y avait des philosophes qui étaient payés pour parler d'un sujet ou d'un autre. On leur donnait un sujet, ils préparaient le sujet, ils venaient parler devant les assemblées. On appelait ça des sophistes. Ils étaient payés pour cela. Donc, ils se préparaient pendant une semaine ou deux, selon le temps qu'on leur donnait, sur le sujet. Donc, ils se mettaient devant une glace ou devant quelque chose qui les reflétait. Je ne sais même pas s'il y avait des glaces à cette époque-là. Et ils se parlaient à eux-mêmes jusqu'à arriver euh, à, au, point, au point le plus parfait d'eux-mêmes dans la prise de parole. Euh, et surtout de bien maîtriser le sujet dont ils allaient parler. Donc, il n'y a rien de mal à cela. On peut parler d'un sujet, on peut parler de la physique quantique si on n'est pas professeur en physique quantique, mais il est nécessaire de le préciser au début. Oui, Euh, bien sûr. et puis, on peut en parler de façon très très précise, de façon très technique, mais encore une fois, en étant sincère avec soi-même. Euh, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et être le plus, le plus Authentique, cool, le le plus plus cool. cool, le plus cool possible. Le plus Euh, cool. parce que euh, quand on a peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la peur qui va parler. Et croyez-moi, la peur, c'est une énergie euh, qui résonne à une fréquence tellement basse que ça peut toucher toute une salle de milliers de personnes. Vous, vous en avez pas peut-être pas conscience, mais vous avez peur une seconde, 7 secondes, ça y est, ça peut être votre point de chute. Parce que la personne qui se trouve au dernier rang même va dire, bah, il a eu peur, il a peur, ce mec a peur. Ok. Donc, c'est important la sincérité. Ouais, donc la clé pour toi, c'est la sincérité et tout le travail que ça demande, l'apprentissage, la préparation et, Oui. euh, et ce retour vers soi pour mieux se détacher et donc Mhm, pour mieux mhm. rentrer en connexion avec le monde qui nous entoure. Oui, c'est vrai. Alors, je trouve ça super, toutes les idées qui sont parties, toutes les clés de réflexion que tu as données à nos auditeurs. J'espère qu'ils vont apprécier. Voilà, on a passé des soirées comme ça à réfléchir ensemble à Istanbul. Imaginez le tableau, un petit peu une ville et un cœur culturel mondial, et à discuter, à penser, à philosopher. Tout simplement, vraiment, j'ai gardé des super moments en mémoire avec toi. Et je t'en remercie. Et Merci. je te remercie de le partager maintenant avec nos auditeurs. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton actualité, justement, là-bas à Istanbul. Et tu habites sur la côte européenne, tu m'as dit, à Etiler, parce que Mhm. je suis sûr qu'il y aura des Turcs, des amis turcs qui vont nous écouter aussi. Alors, je viens de sortir
d'une exposition qui s'est finie fin février. D'ailleurs, je l'ai échappé belle avec le confinement, qui s'est très très bien passé ici à Istanbul. Je préparais une expo à Amsterdam, c'est tombé à l'eau avec le confinement. Donc ça sera projeté certainement pour septembre. Je prévois, enfin j'essaie de trouver des contacts pour exposer sur Paris, certainement pour l'année prochaine. Et je travaille actuellement pour une nouvelle expo sur Istanbul quand le confinement sera fini, certainement pour septembre ou octobre également ici. Donc, et comme je suis très pris avec le travail sur les tableaux et sur les discours que je donne, ça m'occupe pas mal. Voilà. Est-ce que tu as des podcasts ou tu as un blog? Est-ce qu'il y a quelque chose où on peut te joindre sur la toile ou c'est en construction En fait, j'y pense. Le confinement a eu du bien parce que, comme beaucoup de gens, je me suis retrouvé à faire mes discours par Zoom, comme je le fais avec toi actuellement. Donc, je continue à donner mes conférences chaque semaine sur Zoom, mais malheureusement, ce n'est pas en français, c'est en turc. Mais pourquoi pas, il faut peut-être que j'y pense à faire des conférences peut-être en français sur Zoom. Oui, parce que à y venir. Ce qui est extraordinaire, je voudrais le signaler aussi à nos auditeurs, c'est qu'avec Recep, j'ai eu la conférence en turc et j'ai eu la conférence aussi en français. Et les deux étaient vraiment, vraiment super intéressants. Et de voir aussi, parce que tu es vraiment à l'aise dans ces deux cultures, et comment tu fais le pont. Ça me fait penser à un académicien, François Chen, si tu connais, qui est aussi entre deux cultures asiatiques et françaises, qui est académicien à l'Académie française. Et voilà, il fait se rencontrer, se compléter ces deux cultures et il arrive à ressortir plein de choses super intéressantes. Et je retrouve un petit peu la même graine, pour reprendre la métaphore que tu as utilisée. Donc, je te remercie. Si il y a un site, des adresses mail, tes coordonnées, n'oublie pas de me les communiquer, comme ça je la mets dans la description, si les gens sont intéressés. Et pour tes expositions, tiens-nous au courant. Le podcast, c'est une fenêtre ouverte. Donc, si tu veux parler de tes expositions, tu viens, on en discute et on sera ravis aussi de partager aussi ton travail en tant qu'artiste peintre. Et je te souhaite une très, très, très belle journée et encore 1000 merci. 1001 merci. C'est moi, Louis. Allez, à très bientôt. À très bientôt. C'était Recep Çiftçi, une réflexion sur la parole. Merci beaucoup à Recep. Il était en direct d'Istanbul. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre actualité. Qu'est-ce qui se passe avec CESPROD dans cette période de confinement? Eh bien, il y a plein de choses puisque nous faisons la production donc d'un podcast de 5 épisodes sur la centration avec les 5 éléments. Donc, il est disponible sur cesprod.com. Vous pouvez vous le procurer, comme ça vous pourrez exercer la centration partout où vous allez. Bien sûr, et très important aussi, nous avons aussi débuté avec Gülseren les consultations BASI. Les consultations BASI, c'est une grille de lecture, une carte énergétique de la personnalité et de l'environnement, des interactions. Et je vous conseille, je vous invite très fortement à aller consulter avec Gülseren. Vous réservez vos créneaux horaires sur cesprod.com, bien sûr. Ensuite, nous vous proposons aussi des visio yoga avec Gülseren de la famille, yoga en famille, et vous pourrez aussi interagir. C'est ça l'intérêt de la visio yoga, c'est l'interaction. Et donc vous pouvez réserver
vos créneaux sur 16prod.com. De plus, nous avons aussi organisé les visio-yoga par abonnement de 16 heures pour avoir bien sûr un prix très accessible. Donc je vous incite, je vous invite surtout à participer à toutes ces activités que vous propose 16prod en développement personnel. De plus, je voudrais vous faire part de notre actualité. Notre actualité, elle est dominée par la création bien sûr d'une émission, d'un webinaire qui s'intitule Paroles et musique. Du webinaire, vous pourrez interagir, il y aura de la musique, des artistes invités qui feront des performances en direct, puis des réflexions, des prises de parole sur des sujets tirés au sort. C'est ça le concept, je vous invite vivement à y participer et c'est 2 heures d'émission incroyable. Ensuite, je voudrais vous parler de notre atelier visioconférence. Et oui, l'atelier Dojo de la parole, nous le faisons en visioconférence, 8 participants. C'est fabuleux puisque nous sommes que 8 et nous pouvons favoriser les interactions et travailler ensemble sur la prise de parole en public et comme thème général, la gestion des émotions. Réservez vos créneaux sur 16prod.com. De plus, nous avons mis en place un accompagnement individuel. Vous savez que nous proposons des solutions, des formations et des accompagnements sur la communication et le management, et nous avons préparé une promotion sur l'accompagnement individuel sur le programme Le profil du chef d'entreprise, se connaître, pensée stratégique, la communication active, le pitch et comment faire un tableau de bord. Nous avons une promotion de 30%, profitez-en, réservez votre créneau sur 16prod.com. De même, nous avons aussi cette même formule d'accompagnement individuel, toujours avec 30% de promotion sur la prise de parole en public avec tous les sujets vastes comme l'argumentation, la communication verbale, non verbale. Et tout ça en accompagnement individuel, je serais ravi de vous recevoir. Réservez vos créneaux sur 16prod.com. Voilà, vous avez toute l'actualité. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Nous sommes là, présents. Et si vous voulez soutenir toute notre activité à l'accès gratuit, vous pouvez faire un don sur la Perception 360, qui est notre projet crowdfunding. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.